Bonjour à tous. Donc moi je vais essayer de vous parler cet après-midi de la ville sensible et de la façon dont on peut recréer un lien entre des habitants, des acteurs territoriaux, quels qu'ils soient, entreprises, associatifs, et un territoire, et comment ce lien que l'on crée avec ce territoire, ce lien sensible, donne envie à d'autres de venir habiter un territoire. En préambule à mon propos, je voudrais revenir sur deux faits qui me semblent importants pour introduire cette démarche angevine. C'est d'une part la globalisation et d'autre part le fait urbain. La globalisation ou la mondialisation, peu importe la façon dont on l'appelle, sont porteuses de progrès économiques ou au contraire destructeurs d'emplois. De façon provocatrice, je dirais peu importe, c'est pas le débat qui nous anime aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un fait qu'il nous faut prendre en compte, c'est un fait qui s'impose à nous. La mondialisation, elle a des effets humains, sociaux, culturels très importants, et là où elle est la plus intense, elle provoque une uniformisation des modes de consommation, de la culture, de la façon de vivre la ville. Voilà, il y a des McDonald's partout, on photocopie la même architecture mondiale dans toutes les métropoles. Voilà. Et parfois de l'uniformisation des cultures à la perte des identités, il n'y a qu'un pas. À force d'être de partout, on finit par être de nulle part. Parallèlement à cette globalisation, on s'oriente de plus en plus vers un monde urbain. L'urbanisation mondialement s'accélère. Depuis 2006, 50% de la population mondiale vit en ville. En Europe, en France, c'est bien plus, c'est 80-90% suivant les pays. Et donc, de ce fait, dans 20 ans, on sera 70% de la population mondiale à vivre en ville. Donc la ville, ça reste un sujet de préoccupation, d'interrogation constant, et c'est un sujet qui se réinvente en permanence. Quand on combine mondialisation et croissance urbaine, on assiste au contraire à une accélération de l'uniformisation. Les modes d'habitat, les cultures de masse, de l'information de masse aux enseignes commerciales. De plus en plus, les villes mondiales vivent à l'unisson. Alors, j'ai bien conscience que ce que je vous dis là, c'est un petit peu caricatural, que ça mériterait d'être nuancé, mais je crois que ça correspond, en tout cas en France, au sentiment qu'ont une grande partie de nos concitoyens, qui sont de plus en plus à la recherche d'une identité, d'une communauté d'appartenance. On assiste là au développement des communautarismes, quels qu'ils soient, hein, bien au-delà de la question religieuse ou ethnique. On cherche tous une communauté d'appartenance, un cercle d'appartenance. Et puis, surtout face à cette mondialisation, cette globalisation que personne ne maîtrise réellement, on voit bien que les centres de décision se diffusent et on ne sait plus où se prennent les décisions qui ont pourtant une importance quasi quotidienne sur le cours de notre vie. Et donc on assiste de plus en plus à des velléités, à une volonté de reprendre sa vie en main, de maîtriser ses choix de vie. Aujourd'hui, il y a une opportunité. La mondialisation fait régner un climat de compétition exacerbée entre les métropoles. Et donc, bien entendu, elles ont un besoin de se différencier les unes des autres. Donc, de retrouver une identité. Mais ce besoin de différenciation, je le redis, renvoie à quelque chose de bien plus important que la compétition économique entre les villes. Je pense que c'est un besoin fondamental pour les citoyens que de se recréer une identité, de s'enraciner à nouveau dans un territoire, dans une culture, dans une histoire, comme tu viens de le dire, et dans un sens. Voilà. Et autant les villes peuvent être l'espace de l'uniformisation, mais elles peuvent aussi être des espaces d'opportunité extraordinaires pour recréer cette identité. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde,
des stratégies nouvelles de développement émergent dans les villes, dans un sens d'une ville plus humaine, plus sensible, qui laisse plus de place à la dimension humaine, quelle qu'elle soit. Des villes qui allient une stratégie résidentielle, la qualité de vie pour faire très, très caricatural et très schématique, avec une stratégie métropolitaine de rayonnement. Cette stratégie, elle vise à refonder un dialogue citoyen permanent, à recréer de nouveaux modèles économiques aussi qui peuvent s'inventer à l'échelle d'une ville et du territoire qui l'entoure. À Angers, comme vous pouvez le voir ici, une réflexion encore embryonnaire est en train d'émerger sur le territoire autour d'une telle stratégie. Et cette stratégie, elle s'incarne dans un projet, un grand projet urbain, qui est le projet des Rives Nouvelles, le projet des reconquêtes des berges de la rivière, de la Maine, qui traverse la ville et qui aujourd'hui, on va le voir, est en fait une voie autoroutière qui traverse la ville. À travers ce projet, ce qu'on veut faire à Angers, c'est recréer un lien sensible avec le territoire, un lien qui à la fois identifie la ville, un lien qui remet la ville en partage et qui fait qu'on se sente angevin, sans jamais être enfermé dans cette identité. Nous, on n'échappe pas à Angers non plus aux questions de compétition entre les territoires. On n'échappe pas non plus à une interrogation sur notre identité. Comme tous les autres territoires, on cherche à attirer des entreprises, à attirer des nouveaux habitants. Et donc on s'interroge sur notre stratégie d'image, sur nos atouts, sur nos faiblesses. Et donc, très clairement, notre intuition, c'est que à Angers, dans cette alliance entre l'économie résidentielle et l'économie métropolitaine, nous pourrons créer des opportunités de développement pour demain. Donc, aujourd'hui, notre volonté, c'est de recréer, d'approfondir l'art de vivre angevin autour de la notion de qualité de vie, bien entendu, pour en faire une vitrine de ces territoires vers l'extérieur et donner envie à d'autres de venir partager cette expérience de vie. Donc c'est bien entendu autour des berges de Maine. Et voilà, quand je parlais de vitrine, là, voilà, ce panorama sur Angers demain, c'est une vitrine extraordinaire. Aujourd'hui, les berges de Maine, c'est ça. C'est un territoire complètement disqualifié, très dur, très urbain au mauvais sens du terme. C'est une aberration, c'est l'histoire d'une aberration, c'est une potentialité extraordinaire. La rivière est juste là, mais elle est complètement confisquée par cette voie urbaine. Et les conséquences pour les habitants, pour les Angevins, elles sont hyper néfastes. Vous imaginez le bruit, la césure. Personne s'imagine traverser cette voie aujourd'hui pour aller vers la rivière, pour passer un moment méditatif, pêcher, se reposer, traverser la ville. C'est inimaginable. La ville est littéralement coupée en deux. Ça empêche les communications d'une berge à l'autre. On a globalement un handicap sur les déplacements piétons de ce fait. La rivière est très difficilement traversable, puisque les ponts ont un usage essentiellement routier. Et alors que notre ville est très compacte, enfin, vous la connaissez ou vous la découvrez aujourd'hui, tout est à portée, non pas de main, mais de pied. Enfin, on le voit particulièrement sur cette photo que j'ai choisie à dessein, on a un véritable aspirateur à voiture qui fait qu'on irrigue tout le trafic de la ville à partir du cœur de la ville. Et on est une des rares villes à supporter un trafic de transit en plein cœur de la ville. Donc le point de départ de notre réflexion, c'est effacer cette aberration et reconquérir un gros morceau de qualité de vie. Et très vite, en élaborant le projet, on s'est rendu compte que c'était limitatif cet objectif de la qualité de vie et que d'autres opportunités pouvaient naître autour de la recréation de la ville autour des berges de la Maine. On dégage des nouveaux espaces naturels, on les voit ici, qui viennent jusqu'en cœur de ville.
On dégage également une nouvelle façon de vivre la ville et surtout une nouvelle façon de vivre les déplacements en ville. À partir de ces rives nouvelles, on irrigue toute la ville avec des nouvelles pratiques et surtout on dégage de nouveaux espaces, à la fois pour l'habitat, mais aussi pour le développement économique. Donc on est parti d'une ambition sur la qualité de vie et puis au final on arrive à une ambition nouvelle, à une ville nouvelle, à une nouvelle image de marque, une vitrine pour Angers, toujours en alliant qualité de vie, donc ce lien sensible avec le territoire, et développement économique. La stratégie résidentielle, dans notre esprit, elle doit entraîner la stratégie métropolitaine. Ce qui nous fait dire que ces rives nouvelles, c'est pas seulement un nouvel Angers, c'est Angers en plus, Angers en mieux. C'est bien sûr plus d'emplois à terme, on l'espère, plus d'emplois métropolitains notamment, en misant sur l'économie de l'intelligence, de la culture, j'y reviendrai tout à l'heure, du numérique, comme le disait Rénal, de la recherche. C'est plus de qualité de vie avec la nature en ville, des quartiers performants, des commerces de centre-ville attractifs, des nouvelles enseignes. Et puis c'est plus d'images pour Angers, puisque les villes ont besoin de projets qui fédèrent tous les acteurs du territoire. Et je vais revenir tout de suite sur ce point, et qui donnent envie à d'autres de venir partager cette expérience de vie. Donc c'est toutes les idées qu'on avait en tête au final quand on a lancé le concours, le grand concours d'architecture qui vient de s'achever. Ce concours, autour de quels objectifs il s'est organisé? D'abord, la première ambition, c'était de redonner aux Angevins l'usage de leurs rivières et de ces rives. Le second objectif, l'attractivité de la ville. Et le troisième objectif, c'est poursuivre la réconciliation entre les espaces naturels et les espaces urbains, de façon à tisser ce lien sensible toujours entre ville, nature, habitants, ville. Donc nous sortons d'un long processus de concours mené par la ville d'Angers, processus qui a duré plus d'1 an, qui a mis en concurrence 3 grandes équipes internationales et qui a abouti en avril dernier par la désignation d'un lauréat. L'équipe menée par François Greter en association avec le cabinet Phytolab, et François Greter qui depuis est devenu Grand Prix de l'urbanisme et qui se verra remettre ce prix au mois de décembre. Je le disais tout à l'heure, crise des identités, crise de la participation, crise de la représentation. Et tout au long de cette phase de concours, et maintenant dans la phase de réalisation dans laquelle on arrive, une volonté à animer tous les acteurs, c'est celle de se saisir de cette opportunité d'une ville nouvelle pour faire en sorte que Angers et les Angevins reprennent leur destin en main. Donc, on a mis en place une stratégie de participation des habitants qui permettent d'ores et déjà de tisser ce lien entre la ville et le territoire, entre les habitants et le territoire, avant même que la ville commence sa transformation. Et de l'aveu général, des équipes qui ont concouru, ça a beaucoup déstabilisé au départ, qui nous ont dit « vous êtes fous, il ne faut pas faire ça », d'observateurs extérieurs. Je ne citerai pas les noms de maires de grandes villes qui nous ont dit qu'il ne fallait surtout pas faire comme ça, que la prise de risque était inconsidérée et qu'on allait se casser la gueule. Mais dès le départ, on a misé sur la participation citoyenne. Plusieurs modalités de participation citoyenne. Le grand public, avec des réunions grand public, des expositions. Donc ça, c'est assez classique, c'est le minimum qu'on puisse faire. Ensuite, une participation plus approfondie avec un groupe habitant volontaire. On avait trop de volontaires, donc on a tiré au sort parmi ces volontaires 90 habitants qui ont suivi l'élaboration du projet en continu, avec des ateliers d'urbanisme, des voyages dans d'autres villes, pour arriver à un niveau expert, des rencontres avec les équipes quasi mensuelles, et puis des rapports qui ont été rendus publics. Et enfin, une participation experte avec les associations, les entreprises, et tous les corps constitués et organisés sur le territoire. La participation, elle s'est conclue par 3 éléments. Des éléments de diagnostic qui ont été virés au cahier des charges
sur lesquels les 3 équipes d'urbanistes ont travaillé. Donc ils ont dû prendre en compte, dans leur façon de travailler, ils ont dû prendre en compte les attentes, les espoirs, la culture qui fait ce territoire. Le dégagement également de grands enjeux et de problématiques qu'il semblait indispensable aux Angevins de prendre en compte dans la façon de construire le projet. Et puis enfin, la critique de chacun des projets, sujet par sujet, qui a été rendue elle aussi publique, puisque lors du conseil municipal d'avril, le groupe citoyen est venu livrer aux élus ses conclusions avant que les élus fassent le choix. Quelques chiffres pour illustrer mon propos sur cette participation, même si les chiffres ne rendront jamais compte de la qualité des débats et des échanges qui ont eu lieu, mais chacune des réunions publiques, grand public, a accueilli entre 4 et 600 participants à chaque fois, et la mobilisation ne s'est jamais démentie. 4 à 600 habitants dans une ville de 160 000 habitants, c'est une performance par les temps qui courent. Nous avons lancé une grande exposition au mois de janvier, à laquelle nous avons eu 13 000 visiteurs qui sont venus voir et se faire une idée sur les 3 projets. Et au cours de cette exposition, 2000 avis écrits ont été rendus et tous ont été épluchés par la collectivité avant de faire son choix. Voilà, donc actuellement on travaille à des nouvelles modalités de concertation puisqu'on va entrer dans une phase de réalisation. Mais en tout cas, on ne veut pas laisser retomber le soufflet de cette mobilisation et faire en sorte que les Angevins continuent à reprendre leur destin en main pour bâtir cette ville qui leur ressemble et qui leur plaît, où ils se reconnaissent. Un autre moyen de tisser ce lien sensible avec le territoire, c'est retrouver un lien avec la nature. D'abord parce que ça correspond à une attente essentielle chez chacun d'entre nous, dans les villes aujourd'hui, trouver un bout de ciel bleu, un bout de verdure, retrouver un rapport avec l'eau dans sa vie de tous les jours. Ça, symboliquement, c'est quelque chose de très très fort dans les villes aujourd'hui. Et puis ensuite, sur ce territoire, le lien avec la nature, il est encore plus évident qu'ailleurs. On est entre 2 confluences, au nord et au sud de la Maine, voilà, qu'on voit ici sur le plan, qui rythment notre vie et rythment les saisons, et qui ont une grande influence sur beaucoup de choses à Angers. Ici même, on est à 600 mètres à vol d'oiseau d'une zone Natura 2000, donc on est en hyper-centre-ville, et seulement à 600 mètres de l'île Saint-Aubin. Et puis enfin, à Angers, la nature, c'est pas seulement un art de vivre, mais c'est aussi une opportunité économique, puisqu'on est au cœur d'un pôle mondial de compétitivité autour du végétal avec Végépolis. Donc, y compris autour de cette question de la nature, il y a sans arrêt l'articulation entre le résidentiel et le métropolitain. Donc sur ces images, vous voyez bien le contraste avec l'existant que je présentais tout à l'heure, avec des perspectives d'aménagement à venir, avec les habitants qui vont pouvoir venir jusqu'au bord de l'eau et rattraper la rivière. Voilà. Enfin, la dernière dimension de cette ville sensible, c'est comment réinventer notre économie en l'ancrant mieux dans le territoire. Là, on vit une actualité autour du dossier Technicolor qui illustre, ou qui pourrait illustrer à elle seule, même s'il faut beaucoup nuancer les choses, mais le contexte de désindustrialisation dans lequel on est. Les États investissent plus ou moins dans des stratégies autour d'activités de pointe, mais avec la crise du crédit, la crise économique, de plus en plus ils se dégagent de ces stratégies et les territoires se trouvent un peu seuls pour mener ces stratégies. Donc les territoires entreprennent une mutation, un virage entrepreneurial, en mettant des politiques urbaines nouvelles qui visent à attirer des nouvelles activités et ce qu'on appelle les classes mobiles. Dans ce cadre-là, le choix de la culture peut être stratégique comme levier de développement, parce que la culture, elle met à la fois en valeur la tradition des villes, et elle peut s'imbriquer très facilement avec une stratégie urbaine. Elle participe au bien-être des habitants, elle est un outil de solidarité, un outil de rayonnement.
Donc à Angers, on a un agenda 21 des cultures qui a été très largement partagé, et cet agenda 21 trace un chemin pour justement une stratégie économique autour de la culture. Mais on n'est pas les seuls. Juste à côté d'ici, on a une grande voisine, Nantes, qui a déjà pris ce virage très largement avec l'île de Nantes et le quartier de la création, avec beaucoup de force. Donc, pour les années à venir, la feuille de route pour le territoire angevin, c'est, y compris sur cette question de la culture, c'est de travailler une stratégie de différenciation qui nous identifie. Donc les Rives Nouvelles, dans ce cadre-là, c'est un espace stratégique. Elles sont à la fois cette vitrine, mais aussi un espace d'expérimentation, un espace de vie, un espace à s'approprier. Et donc, actuellement, nous sommes en train de lancer une réflexion sur une plateforme créative qui s'appuierait sur 3 grandes ressources: l'enseignement supérieur, 30 000 étudiants à Angers, les spécificités culturelles et créatives de ce territoire, la danse contemporaine, le cinéma avec Premier Plan, les musiques actuelles, et puis le potentiel scientifique assez énorme autour de la recherche végétale et paysagère, l'informatique, les sciences médicales. Et ce qui fait le lien entre toutes ces dimensions aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le vivant, la fabrique du vivant. Donc c'est une réflexion qui aujourd'hui est à l'œuvre, qui mériterait une autre présentation un autre jour, d'autant plus qu'elle est embryonnaire. Voilà, je crois que j'ai déjà dépassé le temps imparti, donc je vais conclure. C'est vrai que 18 minutes pour retracer une telle stratégie qui va transformer la ville dans toutes ses fonctions, c'est très court. Moi aujourd'hui j'avais 18 minutes pour faire cette présentation, mais à partir d'aujourd'hui les Angevins ont 25 ans pour la mettre en œuvre et continuer à prendre le temps de tisser ce lien sensible.